Je vous propose de célébrer quelque chose de très rare aujourd'hui. Le parfum, les odeurs, les arômes, c'est-à-dire l'invisible. Parce qu'on vit dans une époque qui adore ce qui se voit. Les images, les écrans, les vidéos, les réseaux sociaux, les visages, les logos, les filtres. Mais maintenant, je voudrais vous parler d'un sens qui ne fait presque jamais de bruit. Un sens qu'on n'enseigne pas vraiment à l'école. Un sens qu'on ne travaille pas comme la lecture, l'écriture ou le calcul. Un sens qu'on utilise tous les jours, mais qu'on oublie presque toujours. Votre odorat. Et je voudrais commencer par une petite expérience. Je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de fermer les yeux quelques secondes. Imaginez maintenant l'odeur d'un lieu que vous avez connu enfant. Pas une image, pas une photo, une odeur. L'odeur d'une maison, d'une cuisine, d'un jardin après la pluie, d'une armoire, d'une école, d'une personne que vous aimiez, d'un gâteau, d'un savon, d'un vieux livre, d'un vêtement, d'un été. Ne cherchez pas à analyser, laissez simplement venir. Maintenant, ouvrez les yeux. Ce qui vient peut-être de se passer est extraordinaire. Je ne vous ai montré aucune image, je ne vous ai donné aucun objet, je ne vous ai fait écouter aucune musique. Je vous ai simplement invité à penser à une odeur. Et peut-être qu'en quelques secondes, votre cerveau a reconstruit un monde, un lieu, une période de votre vie, une émotion, un visage, une sensation corporelle, peut-être même une nostalgie. C'est ça, le pouvoir de l'odorat. Une odeur n'arrive jamais seule, elle arrive avec un monde. Là maintenant, je voudrais défendre une idée simple. Une odeur n'est pas seulement quelque chose que l'on sent, c'est quelque chose qui nous transforme. Elle peut modifier notre corps, elle peut réveiller nos émotions, elle peut rallumer nos souvenirs, et surtout, elle peut ouvrir notre imagination. Et dans un monde où l'intelligence artificielle apprend à calculer, écrire, résumer, produire et optimiser plus vite que nous, je crois que cette question devient essentielle. Qu'est-ce qui reste profondément humain? Ma réponse est la suivante. Ce qui reste profondément humain, ce n'est pas seulement notre intelligence, c'est notre capacité à percevoir, à sentir, à associer, à être ému, à relier une sensation à une mémoire, à transformer une odeur en image intérieure, à transformer une émotion en idée. Quand tout devient automatisé, la perception devient un super pouvoir. Depuis l'enfance, on nous apprend à développer certaines formes d'intelligence. On nous apprend à lire, à écrire, à compter, à répondre correctement, à classer, à expliquer, à justifier, à produire la bonne réponse. Et tout cela est évidemment utile. Mais il y a un problème. On nous apprend très peu à percevoir. On nous apprend rarement à écouter vraiment, à regarder vraiment, à toucher vraiment, à goûter vraiment, et encore moins à sentir vraiment. L'école nous a appris à être performants dans le monde des mots, des chiffres et des écrans, mais elle nous a souvent éloignés du monde sensoriel. Et ce n'est pas un détail, parce que notre époque a longtemps cru que le progrès, c'était de devenir plus rationnel, plus abstrait, plus rapide, plus productif. Mais aujourd'hui, les machines deviennent meilleures que nous dans beaucoup de ces domaines. Elles calculent plus vite, elles comparent plus vite, elles traduisent plus vite, elles résument plus vite. Elles génèrent des images, des textes, des plans, des analyses. Alors, évidemment, il faut apprendre à utiliser ces outils. Mais je crois qu'il serait dangereux de croire que notre avenir consiste seulement à devenir de meilleurs opérateurs de machines. Parce que si nous voulons rester pleinement humains, nous devons aussi réapprendre ce que la machine ne vit pas. Une machine peut traiter des données sur une rose. Elle peut décrire ses pétales, elle peut générer une image de rose, elle peut écrire un poème sur une rose. Mais elle ne sait pas ce que cela fait dans un corps humain de sentir une rose qui rappelle une personne aimée. Elle ne sait pas ce que cela fait de sentir l'odeur du jasmin un soir d'été et d'être transportée, sans prévenir, 20 ans en arrière. Elle ne sait pas ce que cela fait de sentir un parfum et de se dire: «Je ne sais pas pourquoi, mais cette odeur me bouleverse».
Nous vivons dans une civilisation de plus en plus intelligente, mais parfois de moins en moins sensible. Et c'est là que le parfum devient beaucoup plus qu'un art décoratif. Le parfum devient une résistance à l'appauvrissement sensoriel, une résistance au tout écran, une résistance à la standardisation, une résistance à l'idée que tout peut être réduit à de l'information. Parce qu'une odeur n'est pas une information froide, une odeur est une présence. Je suis biologiste moléculaire de formation. Donc, au départ, mon monde n'était pas celui du luxe, de la couture ou du parfum. Mon monde, c'était plutôt les cellules, les protéines, les gènes, les signaux biologiques, les mécanismes invisibles qui font fonctionner le vivant. Et c'est peut-être justement pour cela que l'olfaction me fascine. Parce que l'olfaction est un pont extraordinaire entre la chimie et l'émotion. D'un côté, il y a des molécules, des composés volatiles, des structures chimiques, des interactions avec des récepteurs. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de complètement différent, une émotion, un souvenir, une attirance, un rejet, une sensation de sécurité, une impression de propreté, une impression de luxe, une envie de manger, une envie de partir, un désir de rester. C'est presque vertigineux. Une molécule arrive dans votre nez et soudain, vous n'êtes plus seulement dans la pièce. Vous êtes dans une cuisine d'enfance, dans une rue de Grasse, dans une salle de classe, dans une chambre d'hôtel, dans les bras de quelqu'un, dans un souvenir que vous pensiez avoir perdu. C'est cette transformation qui m'intéresse. Comment une chose aussi petite qu'une molécule peut-elle produire quelque chose d'aussi vaste qu'une émotion? Comment un signal chimique peut-il devenir une histoire intérieure? Comment une odeur peut-elle changer l'état d'un corps, l'humeur d'une personne, et parfois même la direction d'une pensée? C'est cette question qui est au cœur de cette conférence. Et je vais vous proposer une phrase très simple, que vous pourrez garder ce soir. Votre nez, c'est avant vous. Votre nez, c'est parfois avant vos mots, avant vos arguments, avant vos explications, avant vos décisions conscientes. Il sait qu'un lieu vous met mal à l'aise. Il sait qu'une personne vous rappelle quelqu'un. Il sait qu'un plat vous attire. Il sait qu'un endroit semble propre, chaud, intime, inquiétant ou familier. Et souvent, votre cerveau rationnel arrive après. Il invente une explication. J'aime bien cette boutique. Je me sens bien ici. Cette personne m'inspire confiance. Ce lieu me rappelle quelque chose. Mais peut-être que votre corps avait déjà répondu. Essayons maintenant de comprendre simplement ce qui se passe. Une odeur commence toujours par de la matière. Ce que vous sentez, ce sont des molécules volatiles. Elles se détachent d'une fleur, d'un fruit, d'une peau, d'un bois, d'un tissu, d'un café, d'un cuir, d'une épice, d'un parfum. Elles voyagent dans l'air. Vous inspirez. Ces molécules atteignent une zone située au fond de votre cavité nasale, où se trouvent des neurones spécialisés, les neurones récepteurs olfactifs. Ces neurones ne sont pas de simples capteurs passifs. Ils traduisent un signal chimique en signal nerveux. Autrement dit, le monde extérieur chimique devient une activité électrique dans votre système nerveux. C'est déjà incroyable. Puis, ce signal arrive vers le bulbe olfactif, une structure du cerveau impliquée dans le traitement des odeurs. Et à partir de là, l'information olfactive dialogue avec des régions très importantes pour l'émotion, la mémoire, l'apprentissage, la valeur affective des expériences. C'est pour cela que l'odorat a un statut si particulier. La vue peut vous montrer un visage, l'ouïe peut vous faire entendre une voix, mais l'odorat peut vous ramener l'atmosphère émotionnelle d'un moment. Pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que ça faisait d'être là. C'est une différence fondamentale. Un souvenir visuel est souvent comme une photographie. Un souvenir olfactif est plus proche d'une résurrection. Vous pouvez voir une photo de la maison de votre enfance et vous dire: «Ah oui, c'était là». Mais si vous retrouvez l'odeur exacte de cette maison, quelque chose de plus profond peut arriver. Vous ne vous souvenez pas seulement de la maison. Pendant un instant, vous y êtes. C'est pour cela que les odeurs sont si puissantes. Elles ne nous donnent pas seulement des informations sur le monde, elles changent notre état intérieur.
Le premier grand pouvoir des odeurs, c'est la mémoire. Nous avons tous vécu cela. Vous marchez dans une rue, vous ne pensez à rien de particulier, et soudain, une odeur passe. Un parfum, une boulangerie, un feu de bois, une crème solaire, un vieux meuble, une cave humide, une fleur. Et sans prévenir, vous êtes ailleurs. Pas progressivement, pas rationnellement, instantanément. C'est ce que j'appelle la mémoire qui court-circuite le calendrier. Une odeur peut abolir le temps. Elle peut faire revenir une personne disparue. Elle peut raviver une saison. Elle peut réveiller une scène entière. Elle peut faire surgir une émotion que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. C'est pour cela que le parfum est si intime. On peut partager une image avec beaucoup de gens. On peut expliquer une idée avec beaucoup de gens. Mais une odeur touche souvent une bibliothèque intérieure que vous seul possédez. La même odeur peut évoquer la tendresse chez une personne et le malaise chez une autre. Pourquoi? Parce que nous ne sentons jamais seulement avec notre nez. Nous sentons avec notre histoire. Prenez l'odeur de la lavande. Pour certaines personnes, c'est la Provence, les draps propres, l'été, la grand-mère, la détente. Pour d'autres, cela peut rappeler un placard fermé, un produit trop fort, un souvenir médical ou rien de spécial. L'odeur n'a donc pas un sens universel. Elle a une biographie. C'est très important, parce que dans les discours populaires sur les odeurs, on simplifie souvent trop. On dit la lavande détend, le citron stimule, la vanille rassure, la menthe réveille. Oui, parfois, mais pas toujours. Pas pour tout le monde, pas dans tous les contextes. Une odeur n'agit jamais seule. Elle agit avec un corps, avec une culture, avec une mémoire, avec un moment, avec un lieu, avec une attente. C'est pour cela que l'olfaction est si subtile. Et c'est aussi pour cela qu'elle est si humaine. Parce que nous ne sommes pas des machines qui reçoivent un signal et produisent toujours la même réponse. Nous sommes des êtres d'association. Une odeur entre dans notre corps, mais elle rencontre notre histoire. Alors, première idée à retenir, la mémoire olfactive ne raconte pas le passé, elle le rallume. Le deuxième pouvoir des odeurs, c'est leur capacité à modifier notre état présent. Une odeur peut nous apaiser, nous alerter, nous attirer, nous repousser, nous ouvrir l'appétit, nous donner une impression de propreté, nous rendre un lieu plus chaleureux, ou au contraire, nous mettre mal à l'aise, avant même que nous ayons formulé une pensée. Pensez à l'odeur du brûlé. Vous n'avez pas besoin d'une analyse intellectuelle. Vous sentez, votre corps réagit, vous cherchez la source. Votre attention se réoriente. L'odeur est ici un système d'alerte. Pensez maintenant à l'odeur du pain chaud. Même si vous n'aviez pas faim, votre corps peut commencer à anticiper. La salivation change, l'attention se tourne vers la nourriture, l'envie apparaît. Pensez à l'odeur du propre. Elle peut modifier la perception d'un lieu. Une chambre d'hôtel peut sembler plus sûre, une clinique plus rassurante, une boutique plus qualitative. Pensez à l'odeur d'un hôpital. Pour certains, elle évoque l'hygiène, pour d'autres, l'angoisse. Même molécule, ou même famille d'odeurs, mais pas la même expérience. C'est pour cela que l'odeur est une architecture invisible. On pense qu'un espace est fait de murs, de lumière, de mobilier, de couleurs, mais un espace est aussi fait d'odeurs. Un lieu peut être beau visuellement et froid émotionnellement. Un lieu peut être simple visuellement, mais incroyablement accueillant, parce qu'il sent bon, parce qu'il sent juste, parce qu'il sent vivant. C'est là que le parfum rejoint l'art de créer des mondes. Un grand parfum ne se contente pas de sentir bon, il installe une atmosphère, il modifie la posture intérieure. Il peut vous faire vous sentir plus élégant, plus calme, plus désirant, plus mystérieux, plus propre, plus puissant, plus vous-même, ou parfois plus quelqu'un d'autre. C'est fascinant car le parfum agite à la frontière entre identité et fiction. Quand vous portez un parfum, vous ne portez pas seulement une odeur, vous portez une version possible de vous-même.
Il y a des parfums qui disent: «Je veux être approché». D'autres disent: «Je garde une distance». Certains disent: «Je suis solaire». D'autres disent: «Je suis secret». Certains rassurent, certains troublent. Certains séduisent, certains imposent, certains consolent. Un parfum est une phrase sans mots. Et cette phrase ne parle pas seulement aux autres, elle vous parle à vous. C'est l'un des aspects les plus intéressants du parfum personnel. On croit souvent qu'on se parfume pour être senti par les autres, mais on se parfume aussi pour habiter un état, pour entrer dans un rôle, pour marquer un moment, pour se préparer à une rencontre, pour se donner du courage, pour se sentir aligné, pour créer une continuité entre le corps et l'intention. C'est pour cela que pourquoi l'odeur peut influencer le corps et les émotions. Pas comme une télécommande magique, mais comme un signal d'ambiance. Un signal qui dit au corps: tu peux te détendre, tu dois faire attention, tu peux désirer, tu es chez toi, tu es ailleurs, tu peux commencer. Deuxième idée à retenir: une odeur ne change pas seulement ce que vous percevez, elle change l'état depuis lequel vous percevez. Le troisième pouvoir des odeurs est peut-être le plus important pour notre époque. Les odeurs réveillent l'imagination. Et je voudrais être précis. Je ne dis pas qu'il suffit de sentir un parfum pour devenir créatif. Ce serait faux. Ce serait trop simple. Ce serait presque magique. Je dis autre chose. Je dis que l'odorat stimule l'un des mécanismes fondamentaux de la créativité, l'association. Créer, ce n'est pas produire à partir de rien. Créer, c'est connecter, relier des choses qui semblaient séparées. Faire dialoguer un souvenir et une idée, une émotion et une image, un lieu et une forme, une sensation et un concept, une expérience intime et un langage partageable. Et l'odeur est une machine à association. Une odeur de cuir peut évoquer une voiture ancienne, un sac de luxe, une sellerie, une bibliothèque, une veste, un père, une époque, un voyage. Une odeur d'agrumes peut évoquer la fraîcheur, l'énergie, la Méditerranée, la propreté, le matin, l'enfance, une boisson, une peau au soleil. Une odeur de terre humide peut évoquer la pluie, la forêt, le retour, la mélancolie, le vivant, la mort, la croissance. Une odeur de vanille peut évoquer la douceur, la gourmandise, l'enfance, le réconfort, mais aussi quelque chose de trop sucré ou de trop présent selon les personnes. Chaque odeur ouvre un réseau, et c'est précisément ce dont l'imagination a besoin. L'imagination n'est pas seulement une capacité à inventer des choses nouvelles. C'est la capacité à faire circuler des éléments qui vivent normalement dans des compartiments séparés. La science et la poésie, le corps et l'idée, le passé et le futur, le biologique et le symbolique, le personnel et l'universel. C'est pour cela que les parfumeurs sont, d'une certaine façon, des architectes de l'imaginaire. Ils ne travaillent pas seulement avec des matières premières, ils travaillent avec des souvenirs possibles, avec des atmosphères, avec des tensions, avec des contrastes, avec des promesses invisibles. Un parfum peut dire forêt sans montrer un arbre. Il peut dire peau sans montrer un corps. Il peut dire enfance sans raconter une histoire. Il peut dire luxe sans afficher un prix. Il peut dire danger sans élever la voix. Et c'est là que l'IA revient dans notre histoire. L'intelligence artificielle combine des données. Elle peut produire des variations infinies à partir de ce qu'elle a appris. Mais l'être humain, lui, combine des sensations vécues. Il combine une odeur avec une peur, une voix avec un désir, une lumière avec une perte, un goût avec une promesse, une texture avec un souvenir, un parfum avec une identité. Ce n'est pas la même chose. Notre créativité est incarnée. Elle n'est pas seulement dans notre tête, elle est dans notre peau, dans notre respiration, dans notre mémoire sensorielle, dans nos émotions, dans nos blessures, dans nos attachements, dans nos lieux. Quand nous perdons le contact avec nos sens, nous ne perdons pas seulement du plaisir, nous perdons des matières premières pour penser autrement. C'est pourquoi je crois que rééduquer l'odorat est un acte créatif.
Pas seulement esthétique, créatif. Parce que sentir plus finement, c'est associer plus richement. Et associer plus richement, c'est imaginer autrement. Troisième idée à retenir. L'odorat ne crée pas les idées à votre place. Il réveille les connexions dont vos idées ont besoin. Je voudrais maintenant ouvrir une parenthèse importante, parce que dès qu'on parle d'odeur, de cerveau, d'émotion et de comportement, il y a un risque. Le risque de devenir trop spectaculaire, de dire cette odeur contrôle vos décisions, cette molécule vous rend amoureux, ce parfum vous rend irrésistible, cette fragrance active votre créativité, cette senteur vous manipule sans que vous puissiez résister. Il faut faire attention. Oui, les odeurs influencent notre état intérieur. Oui, elles peuvent moduler l'humeur, la mémoire, l'attention, le stress, l'appétit, l'atmosphère d'un lieu. Oui, l'olfaction entretient un lien très fort avec l'émotion et la mémoire. Mais non, l'humain n'est pas une marionnette olfactive. Nous ne sommes pas des insectes guidés par une seule molécule. Notre comportement est beaucoup plus complexe. Il dépend du contexte, de la culture, de l'histoire personnelle, de l'état du corps, de l'attention, de la signification donnée à l'odeur. C'est justement cela qui rend l'olfaction plus belle. Elle n'est pas une télécommande, elle est un langage. Et comme tout langage, elle dépend de celui qui reçoit. Une odeur peut suggérer, elle peut orienter, elle peut réveiller, elle peut prédisposer, elle peut amplifier. Mais elle ne remplace pas la liberté humaine. Elle dialogue avec elle. Et je crois que c'est très important dans le monde du parfum. Parce que le parfum n'est pas seulement puissant quand il domine, il est puissant quand il révèle une émotion, une présence, une nuance, une mémoire, une facette de soi. Les parfums les plus profonds ne nous manipulent pas, ils nous rendent plus visibles à nous-mêmes. Alors, concrètement, que peut-on faire avec tout cela? Je ne veux pas que vous sortiez de cette conférence avec seulement une idée intéressante. Je voudrais que vous sortiez avec une pratique, avec une autre manière de sentir. Parce que l'odorat se rééduque, comme l'écoute, comme le goût, comme le regard. Plus vous prêtez attention, plus le monde s'ouvre. Je vais vous proposer 3 gestes simples. Quand on sent une odeur, on demande souvent: «C'est quoi?» Est-ce de la rose, du jasmin, du cuir, du musc, de la vanille, du bois, des agrumes? C'est utile, mais ce n'est pas la seule question. La vraie question, c'est aussi: qu'est-ce que cette odeur me fait? Est-ce qu'elle m'apaise? Est-ce qu'elle m'irrite? Est-ce qu'elle m'ouvre? Est-ce qu'elle me ferme? Est-ce qu'elle me rend nostalgique? Est-ce qu'elle me donne de l'énergie? Est-ce qu'elle me donne envie de parler, de me taire, de rester, de partir? Essayez. La prochaine fois que vous sentez un parfum, ne demandez pas seulement quelles sont les notes. Demandez quel état cette odeur installe-t-elle en moi. Parce qu'un parfum n'est pas seulement une composition. C'est une proposition d'état intérieur. Pendant 7 jours, notez une odeur par jour. Pas 10, une seule. L'odeur du café le matin, l'odeur de votre savon, l'odeur de la mer, l'odeur d'un vêtement, l'odeur d'une rue, l'odeur d'un livre, l'odeur d'une personne, l'odeur d'un lieu de travail, l'odeur d'un fruit coupé. Et chaque jour, écrivez 3 choses. Ce que je sens, ce que je ressens, ce que cela me rappelle. Au début, ce sera difficile, parce que nous manquons souvent de vocabulaire olfactif. Nous disons ça sent bon ou ça sent mauvais. Mais c'est pauvre. Une odeur peut être sèche, ronde, verte, animale, métallique, poudrée, humide, solaire, froide, propre, sale, intime, médicale, enveloppante, coupante, réconfortante, troublante. Plus vous nommez, plus vous percevez. Et plus vous percevez, plus votre monde intérieur devient riche. Avant une tâche créative, choisissez une odeur. Pas forcément un parfum complexe. Cela peut être un café, une huile essentielle, une écorce d'orange, une branche de romarin, une feuille de menthe, un bois, une crème, une odeur qui vous met dans un état particulier. Puis, prenez 30 secondes.
Sentez, respirez. Demandez-vous quelle image vient, quel souvenir vient, quelle association inattendue apparaît. Vous n'avez pas besoin de forcer. Laissez l'odeur ouvrir la porte. Puis écrivez, même 3 mots. Ce n'est pas un rituel mystique. C'est une manière de sortir votre cerveau de ses autoroutes habituelles. Parce que l'odeur introduit souvent un détour. Et parfois, c'est le détour qui crée l'idée. Au fond, le parfum nous enseigne une chose très profonde. Nous ne sommes pas seulement des êtres qui pensent, nous sommes des êtres qui raisonnent. Une odeur entre dans une pièce et l'ambiance change. Une personne arrive avec un parfum et sa présence change. Un souvenir olfactif revient et notre journée change. Une odeur d'enfance surgit et notre cœur change. Cela devrait nous rendre humbles, parce que nous croyons souvent être guidés par des idées très claires. Mais une partie de notre vie intérieure est faite de signaux subtils, des atmosphères, des sensations, des traces, des impressions, des souvenirs sans mots. Et ce n'est pas inférieur à la pensée. C'est une autre forme d'intelligence, une intelligence sensible. Le parfum a toujours été lié au sacré, au pouvoir, à la séduction, aux soins, au deuil, à la fête, au luxe, à l'intimité. Pourquoi? Parce que les sociétés humaines ont toujours compris quelque chose que notre époque numérique oublie parfois: ce qui ne se voit pas peut être plus puissant que ce qui se voit. Une odeur peut transformer une pièce vide en maison. Une odeur peut transformer une peau en souvenir. Une odeur peut transformer un objet en talisman. Une odeur peut transformer un moment ordinaire en moment inoubliable. C'est peut-être cela, la grande force du parfum. Il rend l'invisible habitable. Croisillon. Croisillon 10. Conclusion. Réapprendre à sentir. Je voudrais terminer par une image. Imaginez un enfant. Avant même de bien parler, il découvre le monde par ses sens. Il touche, il goûte, il sent, il approche, il recule, il explore. Pour lui, le monde n'est pas encore une liste de concepts, c'est une matière vivante. Puis, progressivement, on lui apprend à nommer, à classer, à réussir, à répondre juste. C'est nécessaire, mais quelque chose se perd parfois en route. La disponibilité sensorielle, l'étonnement, la capacité à être traversé par une sensation sans immédiatement l'expliquer. Peut-être que devenir adulte ne devrait pas signifier sentir moins. Peut-être que devenir plus intelligent ne devrait pas signifier devenir moins sensible. Peut-être que le futur ne demandera pas seulement des gens capables de mieux utiliser l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il demandera aussi des gens capables de mieux utiliser leur intelligence sensorielle. Alors, ce soir, je vous propose une chose simple. Quand vous sortirez d'ici, ne vous demandez pas seulement: «Est-ce que ce parfum me plaît?». Demandez-vous: «Qu'est-ce qu'il réveille en moi?». Ne demandez pas seulement: «Qu'est-ce que je sens?». Demandez: «Qu'est-ce que cette odeur me fait comprendre sans mots?». Ne demandez pas seulement: «Est-ce une belle odeur?». Demandez: «Quelle partie de moi cette odeur vient-elle chercher?». Parce qu'une odeur n'est jamais seulement une odeur. C'est une porte. Une porte vers le corps, une porte vers la mémoire, une porte vers l'émotion, une porte vers l'imagination, une porte vers une part de nous-mêmes que nous avions peut-être oubliée. Nous avons passé des décennies à entraîner notre cerveau à répondre. Peut-être que le moment est venu de réentraîner notre corps à percevoir. Parce que demain, les machines sauront peut-être produire des réponses parfaites, mais elles ne sauront pas sentir à notre place. Elles ne sauront pas être bouleversées par l'odeur d'une peau aimée. Elles ne sauront pas retrouver une enfance dans l'odeur d'un gâteau. Elles ne sauront pas transformer un parfum en frisson. Elles ne sauront pas faire d'une molécule volatile une émotion humaine. Alors, protégez votre odorat, éduquez-le, affinez-le, écoutez-le, faites-lui confiance. Et surtout, offrez-lui des expériences. Parce que votre prochaine idée, votre prochain souvenir, votre prochaine émotion forte, votre prochaine reconnexion à vous-même
se cache peut-être dans une odeur que vous n'avez pas encore sentie. Quand tout devient automatisé, la perception devient un super pouvoir.